Je suis Marie Astier, je suis journaliste à Reporter. Voilà, vous pouvez lire des articles de moi sur Reporter depuis environ une dizaine d'années. Sur cette table ronde, on a prévu de parler du rapport des militants écolos aux médias. Voilà, comment ça se passe, quelles sont leurs stratégies aussi pour essayer d'attirer l'attention des médias, et puis comment ils ressentent la façon dont les médias parlent d'eux, sachant que ça a évolué ces dernières années, et ils vont nous le raconter, ça va être très intéressant. Pour nous parler de tout ça, nous avons Florian, qui est de l'équipe de communication des Soulèvements de la Terre. Nous avons Sébastien, qui lui est de l'équipe de communication de XR. Voilà, nous avons Alizée, dont vous connaissez peut-être plus la tête parce qu'elle a eu son moment de gloire médiatique au moment de Roland-Garros. Voilà, Alizée, qui est de dernière rénovation, qui est maintenant dissous, mais qui a mené cette campagne pour obtenir une augmentation des aides à la rénovation énergétique des logements. Et nous avons Viviane, qui est du comité de défense des jardins d'Aubervilliers. Voilà, une lutte qui défend ces jardins ouvriers. Et vous en êtes, pour dire un petit mot où vous en êtes, il y a quand même 6 000 m² de jardins qui ont été détruits, c'est ça? Sur 10 000 m². Donc à ce jour, on a eu 2 épisodes, c'est comme une bonne série, une bonne lutte. Donc premier épisode, on a eu effectivement 6 000 m² de détruits, mais un carton plein côté justice, puisqu'on a gagné toutes nos procédures. Donc évidemment, c'est une victoire en demi-teinte. De gagner au tribunal et de voir les choses détruites. La bonne nouvelle malgré tout est de dire qu'une victoire, c'est quand même une victoire, c'est que, et c'est sans doute aussi lié aux médias, je pourrais revenir là-dessus, c'est que pour la saison 2, eh bien, le nouveau méchant, puisqu'on passait de Grand Paris Aménagement à la Société du Grand Paris, le deuxième méchant n'a sans doute pas souhaité s'afficher sous les projecteurs, et donc on a fait une négociation en bonne et due forme avec des avocats, et il n'y a que quelques centaines de mètres carrés de jardin qui sont détruits pour faire un métro. Alors évidemment, on aimerait toujours être maximaliste, mais quand on se dit qu'on a évité de nouveaux immeubles, etc., il y a de quoi se réjouir. Merci Viviane. Et donc du coup, ma première question, tous dans vos organisations, vous avez réfléchi à votre stratégie face aux médias, chacun avec des stratégies plus ou moins différentes. Et donc je me disais, votre but c'est que les médias parlent de vous. Donc comment cherchez-vous à attirer leur attention? L'idée, c'est que vous nous fassiez une petite présentation, un petit résumé chacun. Voilà. On inverse la vision. Les médias ont beaucoup parlé ce matin, et là, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir et de permettre cette discussion. Je ne sais pas si c'est trop fort. Donc nous, depuis les Soulèvements de la Terre, notre rapport aux médias et la manière dont on procède avec eux, au-delà des outils classiques qu'on utilise, je pense que beaucoup d'organisations utilisent, que ce soit les communiqués de presse, le fait d'avoir des relations presse, d'avoir des gens qui sont dédiés à entretenir des relations avec les journalistes, et au-delà de tous ces outils classiques, nous, la forme des actions qu'on fait, donc les actions plutôt de masse, elles sont quand même assez propices à produire des images qui vont intéresser la presse, que ce soit des images positives ou négatives d'ailleurs. Et du coup, la forme qu'on emploie fait que ça favorise que la presse vienne, et en fait, lors des actions qu'on fait, que ce soit les bassines, notamment les bassines typiquement, il y a des dizaines de journalistes, il y a plusieurs équipes de télé pendant plusieurs jours,
Donc voilà, on verra après comment on s'adapte à ça. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, on a quand même une attention particulière à pas penser. Enfin, on intègre la presse et les images à nos réflexions, mais on va pas faire des actions purement médiatiques. C'est-à-dire qu'on va pas. Enfin, nous, l'intérêt qu'on voit dans le fait de faire des actions, c'est qu'elles ont un impact réel sur voilà, des infrastructures, sur le fait de ralentir des chantiers, sur le fait de renforcer aussi des communautés de lutte, des comités locaux, d'apporter des compétences à des gens, etc. Et on ne va pas forcément choisir nos objectifs en fonction de la manière dont ils vont être reçus dans la presse. Et voilà, donc là on a défini ça comme un paradoxe dans notre livre qui s'appelle le paradoxe de la recherche de visibilité médiatique, où en fait voilà, ça peut produire des effets qui ne sont pas forcément ceux qu'on recherche, quoi. Bonjour, du coup moi je viens de l'équipe Dernière Rénovation qui n'existe plus aujourd'hui parce que quand on l'a lancé c'était l'objectif c'est que c'était une campagne et du coup dans l'idée c'était de se dire ok à quel moment nos indicateurs de victoire sont au vert et du coup on arrête la campagne pour après faire que d'autres personnes relancent aussi d'autres campagnes. Et donc du coup l'objectif de Dernière Rénovation sur la médiatisation, il y avait un peu deux types d'actions. Il y avait des actions de blocage de route, où là c'était l'idée de venir faire des actions répétées et des actions un peu type médiatisées, donc l'action Roland-Garros ou des actions de blocage du Tour de France ou d'autres interruptions sportives. Et où là on a vu que grâce à une action médiatique, ça a permis de faire que la campagne Dernière Rénovation, les médias se sont intéressés à nous. Qu'à l'époque, ça faisait 5 mois qu'on travaillait là-dessus, qu'on faisait déjà des blocages de route et qu'il n'y avait aucun journaliste aussi qui venait en fait nous voir. Et que quand on a réussi à faire une interruption sportive, là en fait, ça a créé en tout cas un débat, ça a fait qu'aussi les médias avaient envie de s'intéresser à qui on était et ce qu'on faisait. Et du coup, c'est comme ça en tout cas que c'est parti là-dessus, quoi. Voilà. Alors, je parlais pour Extinction Rébellion. Juste, je vais reprendre quelque chose à l'intitulé de la question, donc tu disais qui était les médias, les mouvements écolos veulent que les médias s'intéressent à eux, et en fait, justement, pas vraiment. En fait, on aimerait qu'on s'intéresse à ce qu'on dénonce et ce qu'on combat, et c'est un peu l'enjeu peut-être le plus difficile en fait, puisqu'en fait, les médias vont vouloir maintenant de plus en plus, ils vont demander est-ce qu'il va y avoir de l'action, du sang ou de la baston pour venir. Et donc on a besoin en fait de faire des actions très impressionnantes. Donc on a besoin de faire ça pour faire venir des médias de plus en plus, alors qu'avant il suffisait de faire une action un peu jolie et ça intéressait les gens. Mais on a le problème du doigt et de la lune, c'est-à-dire qu'on veut pas qu'on parle de nous, on veut qu'on parle un peu de nous, mais on veut surtout qu'on parle de nos adversaires et de notre combat. Et c'est vraiment peut-être la chose la plus compliquée à faire, puisqu'en fait on doit faire quelque chose d'impressionnant, mais on veut quand même que le regard il se porte sur plus loin, et c'est quelque chose qu'il y a de moins en moins dans les grands médias. Et c'est vraiment, pour nous l'enjeu, c'est pas de dire Extinction Rébellion c'est super, c'est plutôt de dire Total c'est une catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Je prends par exemple la 69 en ce moment, c'est incroyable à quel point il y a peu de médias qui parlent de la problématique de la destruction de la biodiversité. Ils disent ouais, il y a des gens qui s'opposent à la construction d'une autoroute, c'est des extrémistes, ou alors ils sont motivés pour sauver quelques arbres. Mais non, derrière, il y a un vrai combat global qui est grave, sauf que les médias ne regardent pas la lune, ils regardent notre doigt. Et c'est un peu notre enjeu qu'on essaie de faire à chaque fois, et ça se construit difficilement. Parfois ça réussit, parfois ça ne marche pas. Alors sur une lutte locale, le pourquoi, la relation, pourquoi les médias, quelle relation aux médias, ça va être un petit peu différent parce que en soi, l'enjeu n'est pas forcément qu'une lutte locale devienne un buzz pour tout le monde, mais par contre, nous, on a éprouvé le besoin de faire parler de nous dans les médias pour devenir un interlocuteur valable face aux décideurs publics. Et en fait, c'est uniquement dans ce sens, parce que tant qu'on était qu'on faisait de l'agitation, les décideurs, donc tout le millefeuille administratif qui décidait, etc., la construction d'une piscine olympique, ne souhaitaient pas nous recevoir. Donc, on a considéré
que les médias étaient un enjeu clé pour venir déranger le consensus apparent sur la décision publique de faire quelque chose. Donc, c'est pas en soi les médias pour les médias, c'est avoir du poids par un gradient de dérangement. Et l'enjeu, c'est d'obtenir une masse critique de dérangement pour devenir incontournable. Et c'est ce qui a permis justement que la saison 2 se passe un peu autrement. Non, oui, un truc que je voulais dire, c'est que dans une lutte locale, contrairement à des orgas, les médias vont toujours être aussi c'est une des cibles, parce qu'on va autant cibler l'information des gens qui vivent à côté et qui ne connaissent pas le problème. Et en fait, donc les gens peuvent en avoir connaissance par les médias, mais on va toujours se retrouver tiraillé, en tout cas devoir avoir plusieurs fronts, de l'information ultra-locale en tractant, en allant sur les marchés, etc., et la gestion des médias, ce qui induit aussi une organisation temporelle, logistique particulière. Ok. Merci beaucoup. Du coup, il y a un coup. Ouais, vas-y. Juste pour réagir à ce que tu viens de dire et pour préciser ce que j'ai dit avant, vu que je suis passé en premier, c'est que nous, on intègre quand même la dimension médiatique dans la préparation de nos actions. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va pas se contraindre en se disant ça, on ne va pas le faire parce que ça va être mal perçu ou quoi. Et du coup, tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver des gestes et des actes qui traduisent un peu ce qu'on veut dire directement. Enfin, pour un exemple, quand on a désarmé la bassine de Cran-Chaban en 2021, à l'époque, on disait les bassines, elles sont remplies par l'eau de pluie et il n'y a pas de pompage. Enfin, c'est un peu le discours dominant des agriculteurs et du ministère de l'Agriculture. Et du coup, le fait de démonter une pompe dans une bassine et de la brandir, ça prouve, c'est performatif, quoi. Et du coup, voilà, d'essayer de trouver des gestes qui sont vraiment qu'on peut pas récupérer, qu'on peut pas difficilement criminaliser et qu'on peut pas détourner de leur sens, quoi. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça, mais voilà. Donc du coup, les médias, ça permet d'obtenir une légitimité, d'obtenir de la visibilité, de peser dans le débat public quand même, d'obtenir qu'on discute, d'essayer d'obtenir qu'on discute aussi du fond. Ça permet de montrer qu'on existe déjà. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous y arrivez? Comment ça se passe quand les médias parlent de vous? Du coup, je me demandais déjà, Viviane, comment ça se passe, vous, au niveau local? Donc là, dans les médias locaux ok. Ça dépend vraiment de quel média vient où. Enfin, les options de chaque média vont se traduire. Après, nous, on a eu la chance aussi d'attirer des médias, un spectre de médias assez large. On a eu toute la télé publique, beaucoup de radios. On a même eu BFM à des moments où c'était pas dans le dur. Et on a globalement eu un traitement en général honnête. Enfin, on n'a pas trop eu à se plaindre de déformation. Voilà, enfin, peut-être si une fois, mais du coup, je dirais pas qui. Par courtoisie. Nous disons que ce qui m'a marqué, c'est que on a eu de la chance d'avoir une pétition qui a marché assez vite. On avait des relais au sein du collectif qui connaissaient le milieu des médias et c'est quand même très aidant. On a eu aussi des assos militantes qui nous ont aiguillés vers les médias, enfin qui avaient leur propre carnet d'adresses. Mais ensuite, on a eu un soutien
de la part des médias, enfin je veux dire même personnellement, on a des journalistes qui nous appelaient de façon sympathique et pour savoir ce que l'on devenait. Et ça, moi j'y ai vu quelque chose aussi, que ces luttes, elles parlent aux journalistes, pas que comme journalistes. Enfin, il y a un vrai sujet de l'écologie qui touche les gens au-delà de la casquette je fais un papier. Et ça m'a semblé intéressant parce qu'en fait, les journalistes devenaient vraiment, dans vraiment beaucoup de cas, des alliés, même à des endroits médiatiques qu'on n'attendait pas. Et Alizée, vous avez été fortement médiatisée à un moment. Je me demandais comment vous l'aviez vécu, vous, comment ça s'était passé. Des fois, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu une expérience un peu forte, en tout cas. Et je me demandais si aussi le fait que le côté jeune femme avait pu jouer dans la façon dont on vous avait médiatisé aussi. Ouais, pour moi, le moment où Dernière Rénovation n'était pas connu et j'ai fait cette action Roland-Garros, et puis après la campagne était connue, a été pour moi un peu douloureuse à vivre, parce qu'en moins de 24 heures, en fait, après une sortie de garde à vue, il faut tout de suite être sur tous les plateaux télé et répondre à tous les journalistes. Après, c'était notre choix, en tout cas, d'aller sur ces plateaux. Et c'est donnant-donnant, c'est à la fois, je peux être une bête de foire pour des journalistes, mais nous, ça nous fait de la visibilité aussi, et du coup, c'était donnant-donnant dans cette idée-là. Et après, moi, derrière, j'ai pas continué à être sur les plateaux télé, c'est plus mes camarades qui sont allés, et où ce côté, en tout cas, de jeune ou jeune femme a été quand même pas mal repris, où beaucoup des activistes de Dernière Rénovation étaient présentés avec notre âge. Et est-ce que c'était pour une façon de nous décrédibiliser et de dire qu'on est jeune et qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer? Peut-être. J'ai re-regardé des rushs de Touche pas à mon poste, où c'était un espace où on était beaucoup invités, parce que justement on était un peu clivants, et eux en fait c'est ce qu'ils aiment. Donc on est allé plusieurs fois là-bas, et à chaque fois très très bien accueillis. Mais quand je les regarde avec 2 ans de recul, en fait je vois comment on était un peu ridiculisés aussi d'une certaine manière, où Cyril Hanouna il nous traitait de gentilles personnes, de oh vous êtes vraiment chou, oh là là mais vous allez vous blesser, vous savez, et de nous prendre pour des enfants un peu qui sont pas au courant et pas responsables de ce qu'ils font. Donc ça a été, enfin voilà, mais je sais pas si ça répond. Infantilisant, quoi. Infantilisant un petit peu, oui. Donc c'était une façon de vous décrédibiliser. Quand tu as dit bête de foire, quand même, c'est un mot fort. Pourquoi tu l'as dit, l'utiliser? Ben moi c'est ce que je sens, où je pense que je suis encore un peu je sais que la personne en face de moi elle vient chercher des informations, et moi aussi je suis là en essayant de donner mes informations, et en fonction des journalistes et de leur intention, ben ça va forcément être, je sais pas, en tout cas c'est bête de foire qui m'est venue parce que à un moment donné je me suis enchaînée sur un terrain de tennis. Et du coup, du jour au lendemain, c'est bon, tout le monde nous voulait dans les médias, alors que hier, pas du tout. Donc il y avait vraiment un espèce de people fame, en fait, pendant un temps, quoi. C'était ça que j'appelais bête de foire. Ouais. Donc ce qui a compté, c'est plus le côté événementiel que le fond de la... Est-ce que vous avez réussi à faire passer le fond de la campagne quand même? Ouais, ça, ce qui a été intéressant, c'est beaucoup de personnes qui travaillent avec moi chez Dernière Rénovation faisaient partie aussi de Extinction Rebellion. Et dans l'idée, c'était aussi de venir voir comment Extinction Rebellion, ça marche. Et ce qu'on a envie, c'est de venir peut-être spécifier une demande. Et donc du coup, là, spécifier une demande sur la rénovation énergétique des bâtiments, et de se spécifier juste sur ça et avoir un type d'action, blocage de route ou interruption sportive. Et ce qui a permis d'une certaine manière de faire que, souvent c'était sur la forme de nos actions, de pourquoi on fait ça comme ça, mais la plupart du temps, notre demande, elle était quand même mise dans les médias. Donc le fond n'était pas traité sur le pourquoi du comment, mais notre demande était quand même relayée, et ça, d'une certaine manière,
je sais que si on n'avait pas une demande unique, ça aurait été plus difficile à qu'elle le soit en tout cas. Et du coup, Sébastien, vous, toujours sur comment ça se passe avec les médias. En préparant la table ronde, vous me racontiez que y avait une évolution justement et que c'était de plus en plus difficile de faire parler du fond, mais en tout cas que ce rapport avait évolué. Oui, alors c'est ce qu'on avait parlé, oui, c'était de plus ou moins l'évolution médiatique du traitement des écologistes ou des gens qui sont engagés, qui je pense suit une contre-offensive qui va de plus loin que d'un point de vue médiatique, parce que je vais écarter des médias qui sont des médias alliés comme Reporter et le média, et des médias qui reprennent juste des dépêches AFP, mais en fait durant un moment où il y avait des grands mouvements climat et où tout se passait, et souvent au début des mouvements d'ailleurs, au début de chaque organisation ou de chaque mouvement quand il commence, on est traité comme des citoyens qui s'engagent, ce qu'on est dans la désobéissance civile, c'est-à-dire des gens qui s'engagent parce qu'ils pensent qu'il faut se rebeller ou désobéir parce que la situation l'exige. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, aujourd'hui, l'État, les communicants des lobbies, et y compris les grands médias, vont avoir tendance à essayer de nous essentialiser, c'est-à-dire à nous renvoyer à une image qui fait que les gens ne peuvent pas s'identifier. Donc, à ne pas se dire pourquoi est-ce qu'on se bat, mais de dire alors ça a été un moment, vous êtes des écolos-bobos, puis après ça a été les éco-terroristes, ou vous êtes des jeunes illuminés. Et en fait, c'est une vraie stratégie et qui malheureusement est reprise par les médias qui s'intéressent, qui en essentialisant nous coupe du combat. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'évidemment, nous, on essaye de dire, non, on est des citoyens et on veut appeler à que les gens se mobilisent. Donc à ce moment-là, on est obligé de construire des contre-récits. Ce qu'on fait, par exemple, je pense que je te laisserai la parole des Soulèvements de la Terre, mais le fait de faire venir d'être avec des paysans sur les actions, c'est essentiel pour justement empêcher une partie de cette contre-offensive d'essentialisation, mais ça n'empêche pas que vous l'avez quand même, puisqu'on va essayer de vous renvoyer à zadistes, etc. Et en fait, le fait de me traiter de militant, en fait, qui moi est un terme que je déteste, parce que on n'est pas là par idéologie, on est là parce qu'en fait il se passe quelque chose et qu'il faut agir, et on est là en tant que citoyen qui pensons qu'en fait l'État est en train de faillir réellement à ses devoirs de protection, etc. Mais l'essentialisation et nous traiter de militants, c'est un peu nous dire qu'on n'a pas de discours, on n'a rien à dire et on n'est pas légitime, et c'est essayer de couper la possibilité d'identification des gens qui vont suivre les médias, etc. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens s'identifient à nous. On a pu le voir par exemple pour DR, je pense que tu seras d'accord, il y avait la grande chose de toujours essayer de dire, quand ils faisaient des blocages de route, penser aux pauvres, aux conducteurs. C'est-à-dire que c'était de pousser les spectateurs et s'identifier aux conducteurs, mais pas aux rebelles. Je suis totalement d'accord, voilà. Non, mais moi j'étais chez Extinction Rebellion avant, en 2018, et j'ai vu quand même cette progression jusqu'à aujourd'hui de... Ouais, comme tu dis, à l'époque on disait de nous... il y a quand même une petite tentative, comme tu dis, de nous socialiser, mais de dire c'est les Parisiens, machin, ils sont déconnectés de la vie des gens, ce qu'on fait toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais vraiment là maintenant c'est de pire en pire. Et pour répondre à la question, est-ce que ça fonctionne? Moi, je dirais que ça dépend beaucoup de plein de paramètres. Ça dépend beaucoup de quels médias, forcément. Pareil, je vais mettre de côté, on peut en parler des médias indépendants, style Reporter, les médias d'investigation critiques. Là, généralement, c'est des gens qui font bien leur métier, ils vont parler du fond et pas seulement de la violence ou je ne sais quoi. Et après, nous, quand même, on essaie de réfléchir à des types de tactiques à mettre en place en fonction des dispositifs dans lesquels on va parler, quoi. Donc c'est très différent de parler depuis un camp en duplex, tout seul, et d'être sur un plateau avec des chroniqueurs hostiles, ou des gens qui sont antagonistes. Et du coup, voilà, d'essayer d'adopter des tactiques. Juste un exemple, récemment, là pour les bassines, cet été, il y avait, ça j'en parlerai après, toutes les techniques de criminalisation en amont des actions. Mais le fait est que des jours avant, ils nous criminalisent, et du coup, la perspective de la violence attire énormément la presse, attire les équipes télé, et viennent nous parler de la violence, sauf qu'en fait, il se passe rien, c'est juste des gens qui sont en train de
faire des cantines et, voilà, et de monter des chapiteaux. Et là, du coup, il faut profiter de ça. En fait, ils sont là, ils nous posent la question, mais vous redoutez pas des violences, et esquiver la question et dérouler, quoi. Et du coup, voilà, c'est essayer de capter comment les médias ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, la temporalité en fait dans laquelle va s'inscrire la séquence médiatique. On a vu par exemple Ali Magrin, on avait fait une action contre les bassines la saison dernière. C'était la première grosse manifestation après Sainte-Soline 2, donc qui avait très lourdement réprimé. Et il y avait 4 ou 5 équipes télé nationales qui étaient là. Et quand ils ont vu qu'on sortait les cotillons, des méduses en papier mâché et tout, en fait, il y a 3 équipes sur 4 qui ont remballé et qui sont partis à Paris en mode bon, ils vont pas se taper, donc ça sert à rien qu'on reste, quoi. Et voilà, et du coup, ça, c'est des choses qu'on voit. Et en fait, il faut réussir à. De toute façon, on ne va pas les changer. Et aussi admettre que parfois, on ne peut pas. Enfin, nous, typiquement, on appelle à. Enfin, j'en parlerai après, mais on appelle à désarmer l'Empire Bolloré. Donc, ça serait un peu malvenu d'aller parler sur CNews, je pense. Mais du coup, il y a certains espaces dans lesquels on sait qu'on ne peut pas avoir une parole authentique. Et du coup, nous, typiquement, on n'ira, je pense, jamais sur Touche pas à mon poste. Le max qu'on a fait, c'était quotidien. Et ça s'est pas super bien passé, donc voilà. Mais donc voilà, pour dire, je pense qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en considération quand on parle dans la presse. Je vois que Viviane a envie de réagir. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que disait Alizée, moi j'ai toujours insisté sur mon identité. J'ai raconté ma vie, j'ai raconté que j'avais une enfant en bas âge, j'ai parlé des îlots de chaleur de ma banlieue qui est trop dense, etc. Donc, moi, j'ai joué du pathos. Ça marche plutôt bien. Et il y a un autre pathos que nous, on pouvait mobiliser facilement, c'est qu'en fait, quand on arrivait à faire venir des journalistes dans ces jardins ouvriers, au milieu d'une banlieue ultra dense, ultra bétonnée, en fait, les gens, ils avaient un choc. Ils disaient « Waouh, c'est beau !» Et en fait, avoir un truc, un objet qui était beau, et ben, ça nous déroulait un tapis rouge parce que d'un seul coup, on pouvait raconter une autre histoire d'une écologie désirable, de dire, bah, en fait, le monde qu'on veut, c'est ça. La ville qu'on veut, c'est ça. Et c'est vrai, c'est pas toujours possible. Enfin, voilà, de mobiliser du pathos sans mauvais, enfin, des sentiments, etc. Mais ça peut aider. Et on en a parlé, le contexte médiatique a évolué ces dernières années. Et donc on est dans un contexte de criminalisation croissante des écolos. On est passé des citoyens mobilisés aux écoterroristes, si je caricature un peu. Et du coup, vous, est-ce que vous l'avez ressenti finalement dans l'attitude des médias envers vous? Est-ce qu'il y a une évolution ces dernières années? Un média, j'en citais un, voilà, on va balancer, Le Figaro, qui est un journal qui était un journal avant, et qui faisait des articles plutôt objectifs, ou plus ou moins, ou même s'ils étaient critiques, mais qui étaient des articles sur lesquels on pouvait inviter des journalistes sur des actions, etc. Aujourd'hui, moi j'ai pu assister à plusieurs articles qui étaient vraiment des pièges, où réellement le but de l'article est de démonter et de servir en fait la logique de démonter les mouvements écolos et le combat. Et il y a beaucoup de journaux et de médias qui ont évolué dans ce sens-là. Et l'autre problématique... Juste une précision, est-ce que vous avez une idée de la date quand il y a eu ce basculement? Je dirais il y a 2-3 ans, 2 ans, quand Macron a décidé qu'il s'en foutait. Ouais, après le Covid, voilà. Et l'autre évolution, je pense, qui est problématique, c'est aussi la dictature de la dépêche AFP. Il y a quand même beaucoup de journaux qui ne... Voilà. Enfin, c'est-à-dire que vous faites une action, enfin, si vous faites un buzz et que tous les journaux reprennent une dépêche AFP de 25 lignes, vous n'avez pas beaucoup de fonds.
Et ça vient aussi de la paupérisation des journaux, c'est pas seulement la problématique mais donc de la paupérisation de journalistes qui ont le temps de se former, d'être au courant d'une problématique. Et ça aussi, c'est, je pense, aussi un vrai problème par rapport au traitement de l'écologie, c'est d'avoir des gens qui en fait sont envoyés mais ne savent rien en fait. Et en fait, ils reprennent vaguement, ils prennent 2 éléments du communiqué de presse, ils appellent le préfet et ils prennent la dépêche AFP. Voilà. Vous, les SLT, il y a une entreprise de criminalisation bien organisée, non? Exactement. Ouais, pour répondre à ta question, moi, je ne sais pas s'il y a eu un moment où ça a basculé. Moi, je dirais que c'est un peu dans la lignée de la contre-offensive réactionnaire qu'on subit ces dernières années, après les Gilets jaunes, après le Covid, où je pense les riches et les puissants sentent que va falloir commencer à diviser tout ça parce que sinon ils vont se faire taper dessus, quoi. Ouais, donc nous, effectivement, on est quand même pas mal visés, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai essayé là pour l'exercice de... Enfin, moi, je parle de machine à criminaliser. C'est une mécanique un peu qui est bien rodée. Maintenant, systématiquement ou quasi systématiquement, avant chaque action, il y a une machine, enfin une mécanique qui est mise en place, donc que Darmanin a peaufiné au fur et à mesure. On verra si Retailleau suit la même logique ou l'aggrave. Moi, j'ai une petite idée sur la question. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il va y avoir quelques jours avant une action, une quantité de mensonges qui va être proférée. Donc ça peut être autant sur, là pour prendre un exemple, l'A69 en juin dernier, sur la popularité du projet. Donc il y a des sondages, l'A69 c'est assez facile de trouver, de voir que le projet est impopulaire, mais Darmanin va dire non, le projet est populaire et la population le souhaite. Tous les recours juridiques ont été perdus alors qu'aucun recours juridique sur le fond n'a encore été jugé. Voilà, ça va être de cacher les critiques, de cacher les violences policières et d'imposer un cadrage en fait avant les actions, quelques jours avant ou une semaine avant parfois, et d'imposer un cadrage médiatique qui se porte uniquement sur les violences policières et sur la décrédibilisation de notre cause, quoi, de dire que le projet est formidable, etc. Donc ça passe par après vient la criminalisation du coup. Donc là c'est la promesse d'une répression brutale. Enfin c'est de dire il va y avoir tant de blagues, les services de renseignement envoyer des notes de renseignement aux médias et il y a tant de centaines de black blocs qui sont attendus. Donc en conséquence on va mobiliser tant de centaines de gendarmes et tant de chars et tant d'hélicoptères et tant de drones, etc., etc. Et ça c'est une promesse en fait de répression violente pour quiconque irait contre l'interdiction de manifester et parfois ah oui il y a aussi, excusez-moi je profite de l'occasion parce que il y a une stratégie qui met toujours en œuvre, c'est les photos de saisie d'armes et en fait ce qu'il faut savoir là-dessus si vous ne le saviez pas, c'est qu'il y a je rigole pas, des dizaines de milliers de contrôles qui sont effectués pendant parfois des semaines avant l'action sur un territoire immense. Et en fait, ils vont tout noter. Tout ce qui peut être considéré comme une arme, des boules de pétanque, des jerrycans d'essence, des hachettes que des élagueurs utilisent sont considérés comme des armes. Et ils vont envoyer les photos, enfin la préfecture ou la gendarmerie va envoyer les photos aux journalistes qui vont s'empresser de les relayer sans vérifier que effectivement c'est du matériel qui appartient aux militants. Et je ne sais pas si Maxime Sirvin de Politis est dans la salle, mais si c'est le cas, il a cet été prouvé une intuition qu'on avait depuis longtemps, qui est en fait que ce matériel est saisi à des gens lambda. Et ce qui s'est passé cet été, désolé, c'est un peu long mais c'est trop... il y a eu des saisies de cartouches de chasse qui ont été attribuées à des manifestants sur les bassines. Et en fait, ils ont envoyé la photo à CNews, la gendarmerie, sans anonymiser l'étiquette de saisie. Et Maxime Sirvin a retrouvé la personne à qui appartenaient ces cartouches. C'était un chasseur, il a été contrôlé à 125 km du village de l'eau. Et dans les médias, ça a été présenté comme les militants anti-bassines ont des cartouches de chasse dans leur coffre et viennent en manif avec. Voilà, donc pour vous donner la teneur. Cette information avait circulé toute la journée sur France Info, mais c'était juste une superposition de 2 phrases qui est que
il y avait eu des contrôles de police avant les manifestations, enfin à la veille des manifestations anti-bassines, et qu'ils avaient trouvé dans une voiture un fusil avec des cartouches de chasse. Mais en fait, ils ne précisaient pas, effectivement, à aucun moment la phrase « ça appartient à des militants anti-bassines » n'était prononcée. Il y avait juste une superposition de faits qui nous laissait tirer la conclusion. Sur France Info. C'était même repris par France Info, mais en mode factuel, sauf que bon, la conclusion qu'on en tirait était... Oui, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient... Alizée, Vivienne, à ce côté criminalisation, qui voulaient réagir? Oui, sur la criminalisation, moi je dirais on a peu ressenti ce traitement-là dans les médias, mais aussi parce que le gros de la lutte s'est passé, je pense, un peu avant le virage qui est décrit là. La criminalisation, elle s'est traduite dans la répression policière de façon concrète, mais pas dans les médias, même quand des médias sont venus face au commissariat de police. Le traitement n'a pas été... Enfin, on n'a pas attendu, la déformation n'était pas... trop horrible. J'ai pas grand chose à rajouter. Moi, la seule chose en tout cas que je vois, moi, c'est pas tant le traitement médiatique, mais c'est le traitement des forces de l'ordre et en fait, de la répression policière qui s'en est suivie en très peu de temps. Entre début 2022 et fin 2022, en tout cas nous chez Dernière Rénovation, on a vu comment en fait les militants étaient traités, ou les citoyens engagés complètement. Merci. Oui, donc du coup j'ai plein de cas où en fait après une garde à vue c'était un procès direct et c'était pas juste un rappel à la loi, c'était des personnes qui allaient interrompre un match PSG-l'OM et qui derrière directement a un procès et doit se présenter tous les mercredis dès qu'il y a un match au commissariat le plus proche de chez lui. Donc c'est vraiment j'étais pas là avant, je suis jeune aussi là-dedans et du coup je sais pas si ce qu'ils font c'est juste et je sais pas ce que vous en pensez en tout cas, mais pour moi juste un citoyen engagé qui s'est juste mis sur un terrain de foot pour en fait juste crier à l'aide, SOS de ce qui est en train de nous arriver et que du coup pendant 1 an, le temps que son procès arrive, tous les mercredis il doit se présenter au commissariat pour montrer qu'il n'est pas en train d'aller sauter sur un terrain de foot. Pour moi c'est juste bon mot qui est venu, c'est dégueulasse, mais de traiter en fait les humains comme ça, alors que juste que ce qu'on veut, c'est de protéger le vivant. Et donc c'était la transition idéale vers ma question suivante, qui était que tout ça, a des conséquences sur les actions, sur les actions menées par vos mouvements et sur la vie concrète des militants, c'est-à-dire que cette évolution du traitement médiatique et du traitement policier a fait que il a fallu s'adapter. et comment vous avez fait? Moi, je peux reprendre sur ça. Du coup, ça, par exemple, c'était le cas de Loïc. Il est très au courant. Il était, de ce match qu'il allait perturber et les conséquences de ce que ça allait être. Mais c'est en fait à la fois différent où moi quand j'ai bloqué Roland Garros j'ai juste eu un rappel à la loi et 2 semaines plus tard quand j'ai d'autres camarades qui sont allés interrompre un match de rugby à Toulouse, ils se sont pris 2 mois de prison avec sursis et 7 000 € d'amende. Donc en fait les sanctions aussi elles sont complètement différentes, mais en tout cas du coup ça crée un flou dans l'engagement des personnes avec qui j'étais, où du coup moi j'étais en procès en juin et du coup depuis 1 an j'ai pas refait d'action parce que je me disais j'attends aussi de voir un peu qu'est-ce que ça va donner mon procès, mais ça dépend en fait en tout cas de chaque personne et de comment elle s'engage, mais c'est sûr que c'est difficile de mobiliser quand on a un flou sur comment les personnes vont être traitées, quelles vont être leurs sentences et la justice, ça prend en fait beaucoup de temps. Moi, je suis en procédure depuis assez longtemps et donc du coup, c'est
en tout cas pour moi, très dur de à la fois vivre cette urgence climatique et cette attente de la justice pour nous prouver non coupables. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a 7 actions, dont des blocages de routes et des splashes de peinture sur des ministères qui ont été relaxés. Donc on a été jugés non coupables. Et ça, pour moi, ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie parce qu'au début, on nous traite de coupables et à la fin, en fait, la justice montre l'inverse. Et du coup, c'est tout ce qu'on attend aussi. Donc voilà. Ouais, donc j'ai trop de notes. Sur l'adaptation face à ce nouveau régime médiatique, en tout cas nous concernant, nous c'est vrai que ça fait longtemps qu'on prend en considération la manière dont on est présenté dans les médias. Mais quand je parlais de machine à criminaliser tout à l'heure, là c'est d'essayer de comprendre comment cette machine elle fonctionne et essayer de la désamorcer autant que possible avant l'action et comme j'ai dit tout à l'heure profiter en fait quand il y a des temps morts du côté récit, discours officiel des autorités dès qu'il y a des temps morts et en profiter pour occuper l'espace médiatique parce que c'est vrai que les médias ont tendance, quasi systématiquement pas tous les médias mais en tout cas à s'aligner sur la parole officielle et à la considérer comme vraie et considérer comme légitime. Donc c'est vrai que dès lors que Darmanin dit qu'il va faire une conférence de presse à telle heure, il y a tous les médias qui vont être braqués sur lui et ils vont dérouler tout ce qu'il a dit et du coup, nous, faut qu'on jauge avec ça. Donc voilà, ça passe par le fait d'être vigilant sur les réseaux sociaux, dans les déclarations des ministres, des préfectures avant les actions, de faire en sorte qu'on sache la manière dont on parle de nous et en fait adapter notre discours en conséquence, que ce soit sur les réseaux sociaux, de faire des communiqués de presse. Quand la situation, qu'on sent qu'elle devient vraiment tendue, d'organiser une conférence de presse pour nous délivrer notre discours. Et après, sur la vie des militants, ça a des implications, c'est clair. Comme je disais, vu que il y a une grosse responsabilité quand même, ça je pense que beaucoup de gens le partagent, de Gérald Darmanin et du gouvernement précédent et probablement du gouvernement qui arrive, dans la manière dont sont traités les militants. Moi je pense à ce père de famille, je le connais pas personnellement, mais qui s'est fait, qui a juste voulu ravitailler des écureuils et qui s'est pris une perquise le matin chez lui, qui s'est fait tabasser devant sa femme et ses gosses, qui a eu 3 fractures au visage, 4 côtes cassées et qui a fait de la garde à vue derrière et qui a été condamné à 10 mois avec sursis. Voilà. Et ça, c'était pas possible de l'imaginer il y a quelques années. Et moi, je suis pas directement impacté par la répression, mais je vois très bien le mal que ça peut faire autour de moi et aussi c'est pas que de la répression physique, c'est aussi, ça met dans une disposition d'esprit qui est très coûteuse, où moi, chez moi, en fait, le matin, quand j'entends une voiture qui roule sur le gravier, je me lève en sursaut, en mode, ça y est, ils vont défoncer ma porte, quoi. Et du coup, c'est quand même nous placer dans un régime psychologique, je vais pas dire de terreur, parce que il y a des gens qui vivent des trucs bien plus graves, mais voilà, en tout cas, un régime psychologique qui est très difficile à vivre, mais qui, je pense, n'est pas là pour rien, et qu'il faut qu'on réussisse à traverser ensemble. C'est pour ça qu'au Soulèvement de la Terre, on essaie quand même de mettre pas mal l'accent sur le soin, sur le fait de prendre en considération toutes ces choses-là, et de l'instituer, pas juste de faire attention les uns aux autres, mais d'essayer d'instituer ça, quoi. Voilà. Alors, du coup, je rebondis. C'est, en tout cas, dans la lutte locale que je connais, c'est pas la droitisation médiatique qui est pesante, c'est clairement la répression policière, puisque à la fin, les travaux ont été lancés, en dépit du fait qu'on attendait des délibérations juridiques.
Et ensuite, les travaux ont continué en dépit du fait que la justice avait statué que les travaux devaient être arrêtés. Il y a des gens qui se sont retrouvés à faire 48 heures de garde à vue sans médicaments alors qu'il ou elle était sous traitement. Donc ça a un poids sur les corps, la physiologie des gens. Moi, par exemple, j'ai participé à des actions de désobéissance, les premières, mais ensuite, parce que la masse policière grandissait, j'ai choisi, non pas pour moi, mais en fait pour l'équilibre de ma famille, de ne pas le faire parce qu'on n'est jamais tout seul, toute seule. Ma fille, elle comptait toutes les pelleteuses à 1 an et demi qu'elle voyait dans la rue en se disant que c'était des pelleteuses menaçantes, alors qu'à cet âge-là, malheureusement, les enfants jouent avec des tractopelles et visiblement ça dérange personne. Donc elle était flippée des tractopelles. Donc c'est rigolo, mais en fait c'est pas très rigolo. Et donc c'est important de effectivement prendre soin, et on se l'est toujours dit entre nous. Il y a plein de manières en fait de participer à une action, de faire le communiqué de presse, de faire les réseaux sociaux, etc. Et ça reste très important pour que ces luttes elles tiennent, qu'il y ait cet équilibre. La première chose sur les stratégies médiatiques, on est un peu plus obligé de penser nos actions sur ce qu'on veut, en fait, de manière plus précise. Est-ce qu'on veut faire une action pour qu'elle soit d'abord médiatique, ou est-ce qu'on est dans une opposition à un projet? Donc à ce moment-là, on est moins dans la recherche du média. On est un peu obligé de plus penser nos tactiques d'action, alors qu'avant, on pouvait y aller à la fleur au fusil en disant « il se passe ça, il faut qu'on y aille ». Aujourd'hui, ça nous oblige un peu plus à penser, en se disant, parce qu'en fait il y a aussi des moments où on se dit, en fait on n'y va pas pour la question médiatique, on n'y va pas pour être couvert avec les médias, on y va parce qu'il y a une nécessité d'agir. Et d'autres moments où on se dit, là il faut juste qu'on fasse parler. Donc à ce moment-là, on va peut-être construire l'action de manière différente, parce qu'on a juste envie qu'il y ait un éclairage pour faire de l'alerte. Et sur la répression, ça change des données, puisqu'aujourd'hui personne n'est à l'abri sur une action. C'est ça la grande différence d'il y a quelques années, est à l'abri. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens qui prenaient des rôles où ils savaient que peut-être ils subiraient une violence policière ou peut-être ils seraient embarqués. Aujourd'hui, on sait n'importe qui pour n'importe quoi. Ça peut être même des personnes qui se sont faites en perquisition parce qu'ils avaient été interviewés alors qu'il n'y a aucune image d'eux sur l'action. Donc ça n'a aucun sens, mais c'est juste en fait de l'idée, comme en fait le gouvernement a peine à faire condamner les militants écolos, c'est plus une idée de créer un épuisement moral et de peur, etc. Et ça marche quand même pas mal, puisqu'on va prendre par exemple, le village de l'eau où j'étais. J'avais des camarades qui n'ont pas voulu quitter le village de l'eau, et je peux les comprendre, pour aller manifester à La Rochelle, parce qu'ils étaient traumatisés par les violences de Sainte-Soline. Et c'est quand même grave qu'on en ait à avoir peur de se déplacer parce qu'on est traumatisé par ce qu'on a subi. En tout cas, pour nous les journalistes, ça change des choses aussi, parce que du coup, les militants hésitent plus à parler, à témoigner dans les médias. Enfin, ça rend aussi plus difficile notre travail, parce que l'exposition médiatique peut être un facteur de danger. Enfin, voilà, être perçu en tout cas comme un facteur de danger. C'est vrai que si on se fait interviewer et qu'on se fait perquisitionner après, on a un peu moins envie de se faire interviewer, surtout dès qu'il y a des images, etc. Et nous, du coup, avoir les noms des gens, l'identité, pouvoir un peu savoir à qui on parle, des fois devient de plus en plus difficile, parce qu'effectivement, les gens protègent leur vie privée et se protègent de la répression en évitant de donner leur identité. Voilà. Viviane. Il y a aussi le retour de la société, en fait. Au début, moi, j'ai joué le jeu de pas demander de parler sous pseudo. Et en fait, ça m'a joué de très mauvais tours dans ma vie professionnelle. Parce que n'importe qui peut googliser n'importe qui. Et donc, en fait, il y a aussi une droitisation de la société. Quiconque, dans son fauteuil, à un moment un petit peu charnière de votre vie professionnelle, peut décider de vous blackbouler juste parce que vous avez été un ou une citoyenne engagée. Et ça, c'est aussi préoccupant. Ça crée
filtre avec les médias. Et du coup, je vous propose pour conclure de nous dire rapidement chacun comment, selon vous, enfin, quelles sont les solutions, quoi, comment on peut faire pour que vous, comment vous voyez les choses pour pouvoir travailler avec les médias aujourd'hui. Est-ce que face à la situation actuelle, vous voyez des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire voilà. Donner de l'argent aux reporters. Non, en réalité, enfin, les médias indépendants, c'est crucial. Enfin, nous, on le voit, c'est les seuls médias qui parlent vraiment du fond, qui s'intéressent, même quand il y a de la violence. Enfin, c'est pas juste recracher tout ce qu'on dit, mais c'est aussi, en fait, dès lors qu'il y a de la violence, le noter, mais aussi contextualiser, essayer de comprendre d'où cette violence vient, pourquoi elle s'exprime. Voilà, c'est parce que peut-être il y a plein de choses par ailleurs qui ont échoué et que c'est le dernier recours. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a quand même quantité de médias indépendants, je ne vais pas vous faire la liste, mais voilà, qu'il faut soutenir. Et après, d'un point de vue plutôt interne, moi je pense qu'il faut saisir le moment politique dans lequel on est et en fait partir de là un peu sur la contre-offensive réactionnaire, sur la montée de l'extrême droite, sur c'est ce qu'on a fait. Enfin, là j'ai un petit moment happening, mais j'ai prévu l'affiche. Nous, on organise une campagne contre Bolloré parce qu'on considère que c'est l'acteur majeur, en tout cas dans le système médiatique de l'extrême droite, qui tire en fait tout le paysage médiatique vers l'extrême droite et qui est légitimé aussi par tous nos gouvernants, quantité d'interviews de Macron qui ont été faites dans le JDD, voire dans Valeurs Actuelles, il me semble. Enfin, et du coup, voilà, de partir de ça et de le prendre comme contexte. Et après, ouais, comme j'ai dit plusieurs fois là au cours de la présentation, je pense c'est d'essayer de comprendre comment les médias y fonctionnent. En fonction de leur orientation politique et de voir quand est-ce qu'on peut y aller, quand est-ce qu'on veut vraiment pas y aller et de trouver des tactiques pour essayer de parler du fond, parler des causes qu'on défend tout en essayant d'esquiver les pièges qu'on nous tend parce que de toute façon faut pas se dire que les médias sont neutres et il y a toujours en fait une orientation politique, elle peut être plus ou moins marquée. Et en fonction de ça, on peut savoir à peu près où on se situe et comment agir. Mais en fait, ils ne vont pas arrêter. Enfin, CNews ne va pas disparaître demain. Enfin, on espère. Mais en tout cas, voilà, ne va pas disparaître demain. Tous ces médias-là ne vont pas disparaître demain. Le RN, on en a encore pour... sauf rupture majeure, je ne sais quoi. Mais en fait, là, le vote RN, tous les sociologues nous disent qu'il est bien parti pour s'inscrire dans le temps long. Enfin, du coup, faut prendre en considération ce contexte-là et voir qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et voilà, j'ai pas de réponse plus précise que ça. Déjà, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il y a aussi, de toute façon, on est dans un moment où médiatiquement, l'écologie, ça va pas très très bien, soyons honnêtes. Suite aux élections américaines, etc. Ça n'a pas beaucoup de vie. Donc je parlerai plus que, peut-être moins reposé sur le monde médiatique, enfin, pas dans le sens, en effet, il y a les médias qui sont alliés. Mais je pense que la désobéissance civile ou militantiste doit se relier, et c'est ce qui a lieu avec les alternances qui se mettent en place, parce qu'il y a quand même toute cette énergie-là, il y a plein de gens qui luttent et qui créent des alternances, etc. Et pour le coup, on a besoin de beaucoup d'humains. Et c'est pour ça que, par exemple, je pense que ce que font les Soulèvements de la Terre avec un village de l'eau, c'est essentiel, parce qu'en fait, on incarne aussi le monde qu'on défend. Et donc les médias, c'est aussi les gens qui vont porter une parole parce qu'ils sont venus. Voilà, moi j'étais là-bas et puis après j'étais parti à 300 km et puis je suis tombé dans un petit village. Il y avait des paysans et ils étaient surexcités parce qu'ils étaient venus au village de l'eau et ils en parlaient à d'autres gens et tu te dis ok. Pourtant j'étais un peu du genre, j'étais ressorti en disant ouais, on s'est fait latter la gueule. Et là, tu te dis, ok, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, je pense qu'il faut qu'on pense autant les médias que l'humain, en fait. Et on a peut-être besoin de relier la désobéissance civile de plus à ces alternances. Et il y en a beaucoup, quand même, qui se construisent ces dernières années. Vaste question.
Moi, ce que je vois, c'est il y a beaucoup d'individualisation dans les médias, ou en tout cas, si j'allume la télé chez mes parents, c'est très et c'est important, les gestes individuels, mais il y a peu de traitement sur l'action collective, sur je sais pas, des reportages de personnes qui vivent ensemble et qui font autrement, enfin plein aussi de nouveaux récits à raconter qui pourraient être dits aussi dans les médias. Moi, je vois ça. Et la deuxième chose aussi, c'est moi qui me rend folle un peu, c'est de voir que quand on a un hiver qui est doux, on va venir interviewer des personnes qui sont en train de manger des glaces parce que c'est trop cool qu'on ait un hiver doux, sans venir questionner le pourquoi du comment on a un hiver doux, ou peut-être que cet été, en fait, c'était l'été le plus chaud jamais enregistré sur la planète, mais ce sera en fait l'été le plus froid de nos futurs étés. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais... et du coup, de venir questionner le fond, le questionner de pourquoi en fait il y a des feux au Portugal, les inondations, et de pas juste faire que c'est des faits sans venir les analyser. En fait, moi, c'est vraiment ça. Et la dernière chose, de sentir que le dérèglement climatique, c'est pas juste une opinion, en fait, c'est un fait scientifique, et comment en fait les médias peuvent s'en emparer réellement, quoi. Voilà. Alors, il y a un point que j'ai pas trop abordé parce que ça rebondissait pas dans les questions, mais quand on est un collectif, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'en gros, un collectif militant ou de citoyens-citoyennes engagés, c'est grosso modo 10 personnes et on aura beau faire tout ce qu'on veut, ça grossit pas. Donc, il y a un ratio autour de ça, ce qui fait que, et dans ces collectifs, c'est toujours les mêmes qui acceptent de s'y coller aux médias, donc d'avoir leur tronche affichée. Ça crée un énorme épuisement parce que les médias, pas forcément les médias écrits, mais la télé, la radio, c'est toujours là, tout de suite, vous êtes disponible demain à midi. Non. Et en fait, si on veut faire le buzz, c'est là tout de suite. Et donc, sur 10, on est facilement 2, 3. C'est absolument énergivore, épuisant. Et donc, je pense qu'il y a des médias qui ont ça en tête. D'autres peut-être non. Mais en tout cas, c'est un paramètre énorme à avoir en tête que les gens en bavent pour offrir de la matière à raconter. Et du côté des solutions, en tout cas des choses qui seraient vraiment intéressantes à faire. Nous, on a eu la chance, comme lutte locale, d'être à portée de métro. Alors une lutte locale, une ZAD à portée de métro, c'était vraiment grandiose. Il n'y avait qu'à prendre son ticket et hop. Et ce n'est pas le cas de toutes les luttes locales. La plupart des luttes locales sont en dehors de Paris. Et Paris n'est pas la France. Donc, pour beaucoup de luttes qu'on a rencontrées, nous, c'est difficile de faire venir ces médias nationaux, sauf quand ça commence à devenir hard et violent, etc. Et du coup, ça empêche de parler aussi du fond, parce qu'au fond, l'enjeu, c'est pas un jardin ouvrier à tel endroit, dans telle banlieue. Il y en a dans toute la France et ils subissent tous la même chose. Il y en a à Besançon, il y en a à Rouen, à Lille, sur ce sujet-là. Et ce qui serait intéressant, c'est que les médias, notamment les médias alliés, nous aident, s'appuient sur les réseaux militants qui se tissent, parce que par exemple sur les jardins ouvriers, on a un réseau qui s'est mis en place, on se connaît, et de faire un tableau global, qu'on ne parle pas seulement des jardins ouvriers, qu'on parle jardin ouvrier, spéculation foncière, artificialisation, injustice climatique des banlieues populaires. Et là, on a des sujets qui nous parlent aussi de le changement climatique, c'est systémique, c'est tout, c'est un tout, et voilà. Donc, de profiter de certaines entrées locales pour nous raconter des histoires qui sont un petit peu plus en constellation. Merci beaucoup. Il nous reste 15 minutes pour des questions. Je vais être très rapide pour rebondir à ce que tu viens de dire.
Est-ce que, par exemple, vous avez été en contact avec les gens qui forment actuellement les journalistes de toutes les grandes rédactions pour apporter cet éclairage-là? Parce que les journalistes sont formés sur l'enjeu climatique, écolo, la biodiversité, etc. Mais ce lien, cet apport que tu expliques là, connaître les réseaux militants, là j'emploie le terme vraiment à dessein, c'est quelque chose qui est bien particulier et je pense que c'est quelque chose d'important à apporter dans les formations. Non, on n'a pas été en relation avec ça. Il y a des associations il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en place. Il y a des associations qui ont proposé du média training parce que parler aux médias, ça peut être complexe. Il y a des gens qui prennent le temps d'écouter, etc. Il y en a d'autres non. Par exemple, le plateau télé. Moi, j'ai fait l'expérience d'un plateau télé et là, j'étais contente qu'on m'ait dit écoute, il faut que tu aies tant d'indicateurs chiffrés et il faut que tu racontes ça et que tu racontes quelle que soit la question. Ce qui est comme en politique. Et en fait, alors c'est pas très sympa pour la déontologie des journalistes, mais je pense que la plupart essayent de faire. Mais voilà, donc nous, on n'a pas, pour le moment, les médias se sont pas saisis des ressources en fait de formation dont sont dépositaires les collectifs citoyens. Juste un mot sur cette question. Nous, à Reporter, en fait, on a fait une espèce de mini-formation avec quelqu'un d'un réseau militant qui est venu déjà nous expliquer, eux, leur procédure de sécurité à l'intérieur du mouvement, en disant, nous, en fait, pour discuter avec des journalistes et se sentir OK pour transmettre des informations, on a besoin que vous nous garantissiez un peu que, par exemple, on utilise Signal dans telles conditions, etc., et que les informations qu'on vous envoie, elles finissent pas n'importe où, quoi, parce que, il y a les enjeux dont on a parlé là, de conséquences sur la vie privée des gens, et c'est pas des gens qui ont les mêmes protections que les journalistes face aux forces de l'ordre, voilà. Et il y avait aussi ce côté où nous, on a expliqué nos besoins en termes de pourquoi on posait des fois des questions où on demandait des garanties, etc., qui pouvaient paraître remettre en cause, remettre en cause ce qu'ils avaient à dire, etc., où on leur a expliqué que nous, c'était nos process de vérification, notre façon de travailler, etc. Donc on a eu cet échange-là pour essayer de fluidifier un peu mais effectivement, on a identifié ce besoin au bout d'un certain temps, alors qu'on est perçu comme un média plutôt proche des luttes. Voilà. Il y avait une autre question, pardon. Est-ce que dans les stratégies, il n'y a pas aussi le fait de court-circuiter les médias? Enfin, les médias indépendants font un taf génial, c'est sûr de sûr. Et j'y pense parce que c'est dans le film qui vient de sortir, là, Les graines du figuier sauvage sur l'Iran. On ne sait pas l'écologie, c'est les manifestations en Iran après la mort de Masha Amini et tout. Et on voit vraiment la diff entre les parents qui voient les images à la télé et les enfants qui voient les contenus directement sur les réseaux sociaux, enfin les jeunes en l'occurrence, qui du coup voient bien la différence énorme, quoi. Et on sait que là, actuellement, le Facebook, Instagram ont tendance à mettre tous les contenus politiques très très loin dans le fil d'actualité des gens. C'était pas le cas il y a 5 ans, donc il y a ça. Mais je sais pas, je me dis ça peut quand même être un moyen pour toucher plus les jeunes. Est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça? Est-ce que vous savez si les jeunes sont touchés actuellement ou pas quand vous... Voilà. Ouais. Nous, on a pas mal de réseaux sociaux qui sont assez bien suivis. On a pas mal d'abonnés. Après, ouais, comme tu dis, en fait, ça garantit pas. Comme tu dis, en fait, on peut se faire. L'algorithme peut nous invisibiliser. On peut avoir même des fois, il y a des comptes XR. D'ailleurs, c'est fait suspendre son compte. Je sais pas s'ils l'ont récupéré Facebook récemment. Et du coup, non, voilà. Mais du coup, ça n'empêche pas. Mais oui, en tout cas, on le fait. Et après, on se pose des questions. On discute pas mal de la manière de le faire, les contenus. Sans dire qu'on va s'inspirer de l'extrême droite, mais en tout cas l'extrême droite est très forte là-dessus. On en a conscience, on voit très bien quels sont les différents acteurs, les différents influenceurs, les chaînes YouTube, etc.
Après, ils ont beaucoup plus de moyens que nous aussi, je pense. Et du coup, en tout cas, on réfléchit à ça. On a un TikTok depuis pas très longtemps et on fait pas grand-chose dessus. Mais voilà, en tout cas, d'investir des réseaux sociaux dont on sait... moi, je me pose beaucoup la question en fait, de comment est-ce qu'on s'adresse à telle catégorie de population, typiquement les agriculteurs. C'est pas simple. De se dire en fait, comment est-ce que les agriculteurs ils discutent entre eux, comment est-ce qu'ils s'informent, etc. Pour un peu déconstruire, parce qu'il y a plein d'agriculteurs non syndiqués qui sont pas du tout représentés dans les médias et par les FNSEA ou quoi. Mais du coup, ces gens-là, on sait pas trop ce qu'ils pensent, on sait pas trop comment s'adresser à eux. On a des moyens de le faire, mais au-delà des agriculteurs qui sont nos alliés, comment est-ce on les atteint? Et ça, c'est des questions qu'on se pose et ça passe pas forcément par les réseaux sociaux. On pensait faire une brochure et l'envoyer dans les fermes par voie de presse parce qu'on sait que les agriculteurs lisent beaucoup la presse papier. Voilà, c'est des réflexions qu'on a comme ça, quoi. Voilà, mais... Et pour nous, chez Dernière Rénovation, il y avait déjà beaucoup de jeunes en fait, qui ont rejoint aussi le mouvement. Nous, l'idée de faire des actions qui pouvaient paraître disruptive, comment on dit, disruptive, ça se dit, ok, ça se dit. Et ça faisait qu'on était invité sur des médias comme Touche pas à mon poste, et du coup c'est une audience aussi que potentiellement des personnes on n'aurait pas parlé en fait de sujets climat en fait dans TPMP, ou par exemple des journaux sportifs où on va parler climat parce qu'il y a des personnes qui interrompent des événements sportifs, et donc comment en fait ça va plus loin que juste la bulle écolo et on vient toucher aussi d'autres sphères. Donc c'était ça aussi, cette stratégie-là d'aller toucher plus loin en fait que des jeunes. Où nous on travaillait à l'Académie du Climat, on avait des petits locaux ici, et du coup c'était aussi grâce à l'Académie du Climat, on avait aussi beaucoup de personnes qui rejoignaient le mouvement comme ça. Voilà, mais en tout cas moi je rejoins sur, par exemple, on n'est pas du tout sur TikTok qui est un réseau social qui marche super bien pour les jeunes et qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent l'extrême droite comme ça. Et donc nous on n'a pas du tout axé notre stratégie là-dessus. Voilà. Donc si jamais quelqu'un veut se lancer sur TikTok, allez-y. Ah oui, aujourd'hui le sujet c'était les médias, du coup j'ai parlé des médias, mais en fait une lutte c'est jamais que du média, c'était vraiment pas du tout ça d'ailleurs. On a toujours dit qu'on serait toujours pluristratégie. Dans notre collectif il y avait des gens d'horizons très divers, des gens qui avaient un passé militant, d'autres un passé syndical, d'autres associatifs. Et donc tout le monde a mis ça au pot commun. Donc on a fait plein de choses. On a fait du plaidoyer auprès des élus, des choses super classiques. On a proposé aux gens d'être de généreux donateurs, donatrices. Donc on a fait une cagnotte. Et voilà, je pense que c'est aussi ça qui fait que les choses marchent, que tout le monde s'y retrouve. Et à l'époque, Facebook, effectivement, a été un énorme relais pour nous, Facebook et Twitter, qui était Twitter. Donc maintenant, ce serait certainement différent. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, une question un peu plus large. Alors, je vais essayer, mais elle va être très courte. Je me questionnais sur ce qu'on pouvait apprendre de l'histoire et d'autres luttes dans d'autres géographiques, c'est-à-dire par exemple tout le Sud global où les répressions contre les écologistes, contre les mouvements environnementaux sont très anciennes, systématiques, les dictatures d'Amérique latine, etc. Au niveau historique, il y avait des répressions quand même aussi très violentes, même en France dans les années 70. Donc est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez des pistes pour savoir quoi apprendre, qu'est-ce qui a vraiment changé, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça dans les solutions? Donc évidemment, c'est surtout de la répression policière en général, donc essayer de focaliser la question sur le rôle spécifique des médias dans ces conditions. Est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça? Alors oui, de toute façon, tous les mouvements regardent l'histoire des mouvements. C'est le principe même de la désobéissance civile, de la façon de s'être inspiré de ce qui s'était passé avant. Je pense que justement on est dans un changement d'époque qui rend un peu plus compliqué et qui pose de vraies questions sur comment on s'engage et comment on crée une émotion qui fait que les gens s'engagent et qui est liée, en effet, vous me parlez des réseaux sociaux,
mais c'est notre rapport même au flux de l'information qui fait qui est d'avoir des gens qui passent de sympathisants où ils sont plutôt d'accord à une émotion où ils vont s'engager. Et comme on est surchargé d'informations, ça rend la chose plus compliquée. J'étais dans le métro hier et il y avait une dame qui regardait une vidéo sur son Instagram des bombardements de Gaza, et juste après, elle a regardé un gâteau au chocolat. Je ne la juge pas du tout, parce qu'en fait, on est dans ce flux. Et d'être dans ce flux fait qu'on vit des émotions très fortes, mais on ne les imprègne pas, et on a du mal à faire basculer dans une émotion d'engagement. Et c'est un peu toute la question qu'on essaye de trouver, c'est trouver des gens qui sont très d'accord avec nos luttes, c'est super, mais trouver des gens qui se disent en fait, il est temps que moi je vienne aussi dans la lutte, c'est l'étape d'après, et elle n'est pas évidente. Et c'est un peu là-dessus qu'on travaille. Et juste pour TikTok, nous, on n'a jamais réussi à trouver personne qui a voulu travailler sur TikTok de notre mouvement. C'est un truc qui revient tout le temps. Donc pareil, s'il y a des gens qui veulent le faire. Ouais. Moins de 25. Moi, c'est une réflexion personnelle. J'ai remarqué que dans ces luttes, il y a les outils numériques jouent un rôle majeur. Et je trouve que ça serait intéressant de regarder ce que c'était d'autres luttes sans outils numériques, parce que l'outil numérique, on l'a vu, est un mouchard, et il y a sans doute des choses intéressantes. Non, juste pour compléter aussi, c'est que là pour la Kanaki, on a vu qu'on peut, c'est une île donc c'est plus simple, mais on peut couper un réseau social. Le gouvernement français a coupé TikTok suite aux révoltes. Donc c'est vrai que c'est des questions aussi de dépendance aux GAFAM. On pourrait rajouter des lettres maintenant, je pense. Mais il y a aussi cette question-là que ça pose, quoi. Je n'ai pas forcément de réponse parce que pour l'instant, les outils qu'on pourrait mettre en place sont pas sans commune mesure en fait avec la puissance que nous octroient les réseaux sociaux des GAFAM. Et par contre, il y a quelque chose à aller chercher, je pense que je te rejoignais sur ton premier point, il y a quelque chose à aller chercher au-delà des réseaux sociaux, au-delà du numérique. Et en fait, là, avec les soulèvements de la terre, par exemple, on a des comités locaux, certains plus peuplés que d'autres, mais en tout cas, il y en a pas mal qui sont dans la ruralité. Et en fait, de se dire, moi, je vis à la campagne et je vois en fait à quel point des gens peuvent être isolés. Et en fait, à la merci, mais pas qu'à la campagne d'ailleurs, en ville aussi, il y a beaucoup de gens isolés, mais être à la merci de la machine médiatique de l'extrême droite. Et en fait, c'est plutôt les élections là, avec le NFP et tout, ça a permis de faire du porte-à-porte, d'aller un peu casser tous les murs en fait, qui nous séparent habituellement hors période électorale. Mais en tout cas, c'est de réussir à voir quels sont les espaces réels qui peuvent être investis par les militants. C'est Benoît Coquart qui dit ça pour lutter contre l'extrême droite, d'investir les espaces qui existent déjà et pas forcément recréer d'autres espaces, d'aller voir en fait dans les associations qui existent déjà et en fait de diffuser un discours de gauche dans ces espaces-là. Et il y a plein de gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui regardent pas la télé et ces gens-là, ça demande beaucoup plus de travail de les toucher, mais c'est nécessaire, quoi. À moins qu'il y ait quelqu'un de très frustré qui veut poser une question, normalement, nous devons rendre le micro pour la table ronde suivante, qui portera sur une table ronde de journalistes qui nous raconteront les pressions subies par les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales.